Cette femme a commis des erreurs et provoqué des polémiques que personne n'attendait. Elle a raconté une histoire choquante sur le fait d'avoir mangé une oreille humaine, a eu une relation avec un violeur et a déjà été emprisonnée. Mais avant tout cela, elle était le visage le plus désiré du cinéma français des années 80. Ce qui s'est passé en cours de route a transformé une muse en légende maudite. Avant de continuer, laisse un like si tu aimes ce type de contenu, car ça aide énormément la chaîne à grandir. Et abonne-toi maintenant, parce que ce qui suit n'est que le début. Béatrice Dalle est née en 1964 en Bretagne, en France, et a grandi dans une famille ordinaire, sans luxe et sans projecteur. À 15 ans, elle a fugué pour vivre à Paris, seule, sans argent et sans aucun plan. C'était une adolescente du mouvement punk, anonyme parmi des milliers d'autres jeunes rebelles de la ville. Personne n'imaginait que cette fille têtue deviendrait un jour la couverture des magazines du monde entier. Sa vie, depuis le début, n'a jamais suivi aucune règle. C'est un photographe qui l'a remarquée dans la rue et l'a convaincue de poser pour un magazine parisien. Les photos ont attiré l'attention d'un agent artistique, et c'est là que tout a basculé. Elle a été présentée au réalisateur Jean-Jacques Béinix, qui cherchait une actrice pour un rôle particulièrement difficile à incarner. Il a vu en elle quelque chose que personne d'autre n'avait perçu jusque-là, et a décidé de tout miser sur une inconnue sans aucune expérience cinématographique. En 1986, elle a fait ses débuts dans le rôle de Betty dans 37°2 le matin, connue à l'international sous le titre Betty Blue. Le film racontait une histoire de passion intense, instable et autodestructrice, et Béatrice incarnait ce personnage comme s'il s'agissait de sa propre peau. Le résultat a été un succès immédiat, avec des nominations aux Oscars et au BAFTA du meilleur film étranger. Du jour au lendemain, une jeune fille anonyme de Paris est devenue un symbole du cinéma français. Je veux clarifier une chose avant de poursuivre. Je ne vais pas gonfler sa notoriété comme si elle était la plus grande star du monde, car ce n'est pas ce dont cette histoire a besoin. Ce qui importe ici, c'est de comprendre le type d'image qu'elle a construit dès le départ. Béatrice n'a jamais voulu être l'actrice polie, souriante, aux réponses toutes prêtes pour les journalistes. Elle voulait être elle-même, cigarette à la main et opinion au bout de la langue. Et c'est précisément cela qui a suscité autant de fascination que de méfiance. Alors que d'autres actrices de l'époque cultivaient une image lisse et contrôlée, Béatrice faisait exactement l'inverse, presque par instinct. Elle disait ce qu'elle pensait dans les émissions de télévision, sans mesurer ses mots, sans se soucier de la réaction du public. Dans une interview célèbre, elle a répondu de manière cinglante à un animateur qui avait rompu un accord convenu avant l'enregistrement. Ce genre d'attitude est devenu sa marque de fabrique dans les années suivantes. Elle ne s'excusait pas d'être qui elle était, et à cette époque, c'était rare. En 1985, encore au début de sa carrière, elle a épousé le peintre Jean-François Dalle. Le mariage a été bref et s'est terminé par un divorce 3 ans plus tard, en 1988. Ce n'était que le premier d'une série de relations intenses et courtes qui ont marqué sa vie personnelle. Béatrice n'a jamais caché cela ni tenté de paraître stable pour plaire à la presse. Au contraire, elle semblait attirée précisément par le chaos. Dans les années qui ont suivi Betty Blue, elle n'a pas suivi le chemin évident d'Hollywood ou des grands blockbusters. Elle a travaillé avec des réalisateurs de cinéma d'auteur, comme Jim Jarmusch qui l'a fait tourner dans Night on Earth, ou Claire Denis dans plusieurs projets. Ces films n'étaient pas conçus pour le box-office, mais pour les festivals et la critique spécialisée. Cela montrait déjà un choix clair. Elle préférait les rôles intenses et étranges aux personnages faciles à vendre. Ce choix, avec le temps, aurait un prix. Car pendant que sa carrière artistique suivait cette voie plus alternative, sa vie personnelle commençait à attirer l'attention de la presse judiciaire, et pas seulement de la presse people. Les premiers procès-verbaux portant son nom ont commencé à apparaître dans les journaux français, et il ne s'agissait pas d'accusations légères. Béatrice a été arrêtée plusieurs fois au cours de sa carrière pour vol à l'étalage. Lors d'une de ces occasions, elle aurait été surprise en train de sortir d'un magasin parisien sans payer un objet. L'affaire a fait les gros titres, et elle-même n'a jamais traité le sujet comme un secret à cacher. Quand un journaliste a tenté d'utiliser cet épisode contre elle lors d'une interview, après avoir promis de ne pas en parler, elle a immédiatement retourné la provocation en exposant son comportement en coulisses.
Ce type de réponse ne faisait que renforcer sa réputation d'imprévisible. En plus des vols, elle a également été arrêtée pour possession de stupéfiants à plusieurs reprises et a répondu d'épisodes d'agression. Il n'est pas exagéré de dire que, pour la presse française de l'époque, le nom de Béatrice Dalle était automatiquement associé à des problèmes avec la justice. Et cela, silencieusement, commençait à abîmer l'image qu'elle avait construite durant ses premières années de carrière. Mais ce qui a vraiment changé la façon dont le public la regardait s'est produit dans sa vie amoureuse. En 1994, elle a rencontré le rappeur Joey Starr, membre du groupe NTM, l'un des plus grands noms du rap français de l'époque. L'attirance entre eux a été immédiate et s'est rapidement transformée en une relation de 10 ans, marquée par une intensité extrême. Le couple était décrit comme fusionnel, incapable de rester longtemps séparés, mais aussi incapable de vivre en paix ensemble. Joey Starr avait déjà la réputation d'avoir un tempérament explosif avant même de rencontrer Béatrice. Ensemble, ils ont alimenté pendant des années les titres sur les disputes, les réconciliations et les crises publiques. Ce n'était pas une relation discrète, et les deux n'ont jamais cherché à la cacher à la presse. Pour le public, ils étaient presque devenus le symbole de l'amour instable et dangereux. Et pour les médias, ils représentaient une actualité assurée chaque semaine. Ils se sont séparés officiellement en 2005, après une décennie de hauts et de bas. Mais même séparés, ils sont restés proches d'une certaine façon, sans couper complètement les ponts. Ce fut une relation qui a laissé des traces sur les deux et qui revient encore aujourd'hui lorsqu'on les interroge sur leur passé. Seulement 2005 n'a pas été une année marquante uniquement pour cette séparation. C'est aussi l'année où s'est produit l'épisode le plus polémique de toute sa vie. À la même période, Béatrice participait au tournage d'un court-métrage sur la vie en prison, dans la ville de Brest. C'est pendant ces tournages qu'elle a rencontré Guénaël Méziani, un détenu purgeant une peine de 12 ans, pour avoir agressé et violé son ex-petite amie. Ce qui a suivi est difficile à expliquer sans paraître absurde, mais tout est documenté et véridique. Après seulement 24 visites d'1 heure chacune, Béatrice l'a épousé en prison. Ce ne fut pas une décision prise à la hâte et cachée. Elle l'a assumée publiquement et est allée plus loin. Elle a même pris la parole lors d'audiences officielles pour demander la liberté conditionnelle de son mari. Pour beaucoup de Français, cela n'était pas seulement un choix personnel étrange. C'était perçu comme une actrice célèbre, utilisant son image publique pour défendre un homme condamné pour un crime extrêmement grave. Et c'est précisément ici que je dois m'arrêter et donner mon avis sur ce moment de son histoire. Défendre la liberté de quelqu'un est un droit de toute personne, y compris des proches de condamnés. Mais le faire publiquement, en tant que célébrité, en parlant au nom d'un crime de viol est différent d'une défense privée et discrète. C'est ce geste, plus que n'importe quel vol ou arrestation précédente, qui a fait basculer une partie de la presse et du public français. À partir de là, elle a cessé d'être seulement la rebelle charmante, pour devenir pour beaucoup quelqu'un de difficile à défendre. Le mariage, cependant, n'a pas duré comme elle l'avait peut-être imaginé. Lorsque Méziani est sorti de prison, la réalité à l'extérieur des murs était complètement différente de la relation construite pendant les visites. Des années plus tard, dans une interview, Béatrice elle-même a décrit cette période comme un désastre complet. Le divorce n'a été officialisé qu'en 2014, près de 10 ans après le mariage en prison. Ce fut un chapitre qu'elle a elle-même reconnu plus tard comme une grave erreur de jugement. Si tu penses que c'était déjà le moment le plus choquant de son histoire, attends un peu car il y a encore plus. En 2016, elle a participé à l'émission de télévision française Divan. Et là, sans détour, elle a raconté une histoire de sa jeunesse qui a laissé tout le monde sans voix. Elle a révélé que plus jeune, elle travaillait de manière informelle près d'une morgue avec un groupe d'amis. Selon son propre récit, ce groupe vendait des parties de corps. Et sous l'effet du LSD, elle a déclaré qu'ils avaient même mangé l'oreille d'un homme mort. Ce n'était ni une plaisanterie mal interprétée, ni une rumeur de tabloïd. C'est elle-même, en direct, qui a raconté cet épisode de sa propre bouche. Ce récit a fait le tour du monde et est devenu une manchette dans plusieurs pays, y compris en dehors de la France. Pour une partie du public, cela n'était que la preuve supplémentaire que Béatrice était une figure authentiquement hors norme, sans peur de choquer. Mais pour les médias plus traditionnels, ce fut le dernier coup de pouce qui manquait pour la traiter comme une personnalité trop imprévisible
pour les grandes productions commerciales. L'image de muse rebelle s'était définitivement transformée en celle de personnages dangereux et bizarres. C'est justement pour cette raison que je ne dirais pas que la carrière de Béatrice Dalle s'est arrêtée, car ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé a été plus subtil et d'une certaine manière plus cruel. On l'a poussée hors du centre pour la reléguer en marge de l'industrie. Les grands rôles commerciaux ont tout simplement cessé d'arriver. En compensation, les réalisateurs de cinéma d'auteur et d'horreur ont commencé à la voir comme le choix parfait. Elle a retravaillé avec Claire Denis sur plusieurs projets intenses et psychologiques. Elle a tenu le rôle principal dans « À l'intérieur », l'un des films d'horreur les plus marquants du cinéma français, en incarnant une vilaine perturbante qui traque une femme enceinte. Elle a également participé à Trouble Every Day, un autre film controversé, dans le rôle d'une femme aux impulsions cannibales presque prophétiques, rappelant d'une certaine façon sa propre histoire réelle, racontée des années plus tard. Elle est devenue, sans aucun doute, une reine du cinéma culte français. Plus tard, elle est apparue dans Lux Aeterna du réalisateur Gaspard Noé, renforçant encore cette image d'actrice intense et hors du conventionnel. Elle a aussi participé à la série d'X%, montrant qu'elle trouvait encore sa place de temps en temps dans des productions plus populaires. Mais le statut de star du box-office des années 80 n'est jamais vraiment revenu. Et encore une fois, cela ne signifie pas un échec. Cela signifie que son chemin a pris une autre direction, conséquence directe de tout ce qui se passait en coulisses. Il faut également souligner sa vie spirituelle, car c'est un détail auquel peu de gens s'attendent. Dans une interview de 2018, Béatrice a révélé qu'elle se considère comme une catholique pratiquante, ce qui contraste fortement avec l'image de femme chaotique et provocatrice construite au fil des années. C'est un aspect d'elle qui apparaît rarement dans les manchettes, mais qui montre qu'il y a toujours plusieurs couches derrière toute figure publique controversée. Et qu'est-il arrivé à Joey Starr après tout cela? Dans des interviews récentes, elle-même a raconté qu'ils étaient restés des années sans se parler, après une dispute qui avait ébranlé l'amitié qui subsistait encore entre eux. Dans une conversation publique cette année 2026, elle a confirmé qu'ils n'avaient plus aucun contact depuis 2 ans. C'est une fin discrète pour l'une des histoires d'amour les plus commentées en France dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, Béatrice Dalle, âgée de plus de 60 ans, continue de travailler comme actrice, mais loin de l'agitation qui a marqué une grande partie de sa vie. Elle a récemment participé au docu-fiction La Passion selon Béatrice, un projet qui retrace son propre parcours, avec la participation du réalisateur Abel Ferrara. Elle a également figuré au casting de La Bête dans la jungle et a un travail récent dans Opération Mal d'Aurore. Elle continue de choisir des rôles intenses dans des productions de cinéma d'auteur, exactement comme elle l'a fait pendant près de 40 ans de carrière. Elle est également apparue dans des documentaires sur sa propre vie, comme le spécial Béatrice Dalle, À prendre ou à laisser, diffusé à la télévision française, qui rassemble les témoignages de réalisateurs et de collègues ayant travaillé avec elle. C'est un signe clair que, même éloignée des grands projecteurs commerciaux, elle continue d'être respectée au sein du milieu artistique français. La presse sensationnaliste a peut-être changé de ton à son égard, mais le cinéma d'auteur n'a jamais cessé de reconnaître son talent. Et voici ma réflexion finale sur cette histoire. Béatrice Dalle n'a jamais demandé pardon pour être qui elle est, même quand cela lui a coûté cher en termes d'image. Elle a commis de graves erreurs de jugement, notamment lorsqu'elle a décidé de défendre publiquement un condamné pour viol, et cela mérite d'être dit sans détour. Mais réduire toute sa vie à ce seul épisode serait également injuste envers la trajectoire réelle qu'elle a construite au cinéma. Ce qui reste de cette histoire, c'est le portrait d'une femme qui a vécu sans frein, qui en a payé le prix, et qui a tout de même trouvé un moyen de continuer à jouer, des décennies après l'explosion de Betty Blue sur les écrans. Ce n'est ni une histoire de chute totale, ni de rédemption parfaite. C'est une histoire réelle, pleine de contradictions, exactement comme la vie l'est souvent. Si cette rétrospective t'a fait voir Béatrice Dalle différemment, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus choqué dans cette histoire. Était-ce le mariage en prison, la révélation sur la morgue, ou la façon dont sa carrière a changé de direction après tout cela? Cette chaîne existe justement pour raconter des histoires comme celle-ci, avec du contexte et sans jugement facile, sur les personnalités qui ont marqué des générations en Europe. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris qu'on aime aller au-delà de la manchette facile.
Il y a beaucoup d'histoires semblables à celle-ci qui attendent d'être racontées sur la chaîne. Alors, si tu n'as pas encore mis un like à cette vidéo, c'est le moment. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins la chaîne maintenant car chaque semaine, il y a une nouvelle histoire aussi intense que celle-ci. Active la cloche aussi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette plongée dans la vie de Béatrice Dalle, la muse devenue légende maudite du cinéma français. Dis-moi en commentaire quelle personnalité tu veux voir dans la prochaine vidéo de la chaîne. À la prochaine histoire.